Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. Ravie d'être avec vous pour un nouveau voyage au bout de la nuit ensemble en compagnie d'Alphonse Daudet ce soir, l'un des plus appréciés et des plus connus dramaturges et écrivains du 19e siècle, auteur français né, je vous le rappelle, à Nîmes en 1840 et mort le 16 décembre 1897 à l'âge de 57 ans. À Paris. C'est lui qui est l'auteur des grands classiques que vous connaissez, j'en suis sûre, Lettres de mon moulin, Le Petit Chose ou encore Tartarin de Tarascon, des romans étudiés pendant l'enfance et qui ont fait notre littérature et éducation littéraire à tous, en tout cas la mienne. Ça, c'est une évidence, je les ai lus pendant mon collège ou mon lycée, je crois. Mais ce soir, c'est avec ces contes du lundi que nous passons la soirée. Un recueil de plusieurs contes qui traitent de la fantaisie et de l'histoire de France de 1870. Alors en fait, Daudet parle avec évidemment beaucoup de détails et une certaine lourdeur de la guerre contre la Prusse en 1870. Il essaye malgré tout de mettre un petit peu de fantaisie, notamment dans la deuxième partie de son recueil de contes du lundi, où là, on laissera place à l'humour. Mais pour l'heure, nous sommes encore en pleine guerre de 1870 avec ce nouveau conte intitulé « La défense de Tarascon ». N'hésitez pas à réagir, #VBN. Dieu soit loué. J'ai enfin des nouvelles de Tarascon. Depuis 5 mois, je ne vivais plus. J'étais d'une inquiétude. Connaissant l'exaltation de cette bonne ville et l'humeur belliqueuse de ses habitants, je me disais « Qui sait ce qu'a fait Tarascon? S'est-il rué en masse sur les barbares? S'est-il laissé bombarder comme Strasbourg, mourir de faim comme Paris, brûler vif comme Châteaudun? Ou bien, dans un accès de patriotisme farouche, s'est-il fait sauter comme Laon et son intrépide citadelle? » Rien de tout cela, mes amis. Tarascon n'a pas brûlé, Tarascon n'a pas sauté. Tarascon est toujours à la même place, paisiblement, assis au milieu des vignes, du bon soleil plein ses rues, du bon muscat plein ses caves, et le Rhône qui baigne. Cette aimable localité emporte à la mer, comme par le passé, l'image d'une ville heureuse, des reflets de persiennes vertes, de jardins bien ratissés et de miliciens en tunique neuve faisant l'exercice tout le long du quai. Gardez-vous de croire pourtant que Tarascon n'ait rien fait pendant la guerre. Il s'est au contraire admirablement conduit et sa résistance héroïque que je vais essayer de vous raconter aura sa place dans l'histoire. Comme type de résistance locale, symbole vivant de la défense du Midi. Je vous dirai donc que jusqu'à Sedan, nos braves Tarasconnais s'étaient tenus chez eux bien tranquilles. Pour ces fiers enfants des Alpilles, ce n'était pas la patrie qui mourait là-haut, c'était les soldats de l'empereur, c'était l'Empire. Mais une fois le 4 septembre, la République, Attila campait sous Paris, alors oui. Tarascon se réveilla et l'on vit que ce n'était qu'une guerre nationale. Cela commença naturellement par une manifestation d'orphéonistes. Vous savez quelle rage de musique ils ont dans le Midi. À Tarascon, surtout, c'est du délire. Dans les rues, quand vous passez, toutes les fenêtres chantent. Tous les balcons vous secouent des romances sur la tête. N'importe la boutique où vous entrez, il y a toujours au comptoir une guitare qui soupire. Et les garçons de pharmacie eux-mêmes vous servent en fredonnant le rossignol et le luth espagnol, tralalala. En dehors de ces concerts privés, les Tarasconnais ont encore la fanfare de la ville, la fanfare du collège et je ne sais combien de sociétés d'Orphéon. C'est l'Orphéon de Saint-Christophe et son admirable chœur à 3 voix, Sauvons la France, qui donnèrent le branle au mouvement national. Oui, oui, Sauvons la France, criait le bon Tarascon en agitant des mouchoirs aux fenêtres. Et les hommes battaient des mains, et les femmes envoyaient des baisers à l'harmonieuse phalange qui traversait le cours sur 4 rangs de profondeur, bannière en tête, et marquant fièrement le pas. L'élan était donné. À partir de ce jour, la ville changea d'aspect. Plus de guitare, plus de barcaroles. Partout, le luth espagnol fit place à la marseillaise et 2 fois par semaine, on s'étouffait sur l'esplanade pour entendre
la fanfare du collège jouait le chant du départ. Les chaises coûtaient des prix fous, mais les Tarasconnais ne s'en tinrent pas là. Après la démonstration des Orphéons, vinrent les cavalcades historiques au bénéfice des blessés. Rien de gracieux comme de voir par un dimanche de beau soleil toute cette vaillante jeunesse tarasconnaise en bottes molles et collants de couleur tendre qui était de porte en porte et caracolée sous les balcons avec de grandes hallebardes et des filets à papillons. Mais le plus beau de tout, ce fut un carrousel patriotique. François Ier à la bataille de Pavie, que ces messieurs du cercle donnèrent 3 jours de suite sur l'esplanade. Qui n'a pas vu cela n'a jamais rien vu. Le théâtre de Marseille avait prêté les costumes, l'or, la soie, le velours, les étendards brodés, les écus d'armes, les cimiers, les caparaçons, les rubans, les nœuds, les bouffettes, les fers de lance, les cuirasses faisaient flamber et papilloter l'esplanade comme un miroir aux alouettes. Par là-dessus, un grand coup de mistral qui secouait toute cette lumière. C'était quelque chose de magnifique. Malheureusement, lorsqu'après une lutte acharnée, François Ier, Monsieur Bompard, le gérant du cercle, se voyait enveloppé par un gros de reîtres, l'infortuné Bompard avait, pour rendre son opé, un geste d'épaule si énigmatique qu'au lieu de tout est perdu, fort l'honneur, il avait plutôt l'air de dire « Digolik venge munbon ». Mais les Tarasconnais n'y regardaient pas de si près. Et des larmes patriotiques étincelaient dans tous les yeux. Ces spectacles, ces chants, le soleil, le grand air du Rhône, il n'en fallait pas plus pour monter les têtes. Les affiches du gouvernement mirent le comble à l'exaltation. Sur l'esplanade, les gens ne s'abordaient plus que d'un air menaçant. Les dents serrées mâchant leurs mots comme des balles. Les conversations sentaient la poudre. Il y avait du salpêtre dans l'air. C'est surtout au café de la Comédie, le matin en déjeunant, qu'il fallait les entendre. Ces bouillants tarasconnais. Ah ça! Qu'est-ce qu'ils font donc, les Parisiens, avec leur tronc de Dieu, de général Trochu? Ils n'en finissent pas de sortir. Coquin de bon sort. Si c'était Tarascon. Il y a longtemps que ça aurait fait la trouée. Et pendant que Paris s'étranglait avec son pain d'avoine, ces messieurs vous avalaient de succulentes bartavelles, arrosées de bon vin de pape et luisant, bien repu, de la sauce jusqu'aux oreilles. Ils criaient comme des sourds en tapant sur la table. Mais faites-la donc, votre trouée, et qu'ils avaient, ma foi, bien raison. Cependant, l'invasion des barbares gagnait au sud de jour en jour. Dijon rendu, Lyon menacé, déjà les herbes parfumées de la vallée du Rhône faisaient hennir d'envie les cavales des Uhlans. Organisons notre défense, se dirent les Tarasconnais. Et tout le monde se mit à l'œuvre. Et à un tournement, la ville fut blindée, barricadée, casematée. Chaque maison devint une forteresse. Chez l'armurier Costecalbe, il y avait devant le magasin une tranchée d'au moins 2 mètres avec un pont-levis, quelque chose de charmant. Au cercle, les travaux de défense étaient si considérables qu'on allait les voir par curiosité. Monsieur Bompard, le gérant, se tenait en haut de l'escalier, le chasse-peau à la main et donnait des explications aux dames. S'ils arrivent par ici, pam-pam! Si au contraire ils montent par là, pam-pam! Et puis à tous les coins de rue, des gens qui vous arrêtaient pour vous dire d'un air mystérieux « Le café de la Comédie est imprenable » ou bien encore « On vient de torpiller l'esplanade ». Il y avait de quoi faire réfléchir les barbares. En même temps, des compagnies de francs-tireurs s'organisaient avec frénésie. Frères de la mort, chacals du Narbonnais, espringloliers du Rhône. Il y avait là de tous les noms, de toutes les couleurs, comme des centaurés dans un champ d'avoine, des panaches, des plumes de coq, des chapeaux gigantesques, des ceintures d'une largeur. Pour se donner l'air plus terrible, chaque franc-tireur laissait pousser sa barbe et ses moustaches, si bien qu'à la promenade, le monde ne se connaissait plus. De loin, vous voyez un brigand, des abruzzes qui venaient sur vous, la moustache en croque, les yeux flamboyants avec un tremblement de sabre, de revolver, de yatagan. Et puis, quand on s'approchait,
c'était le receveur Pégoulade. D'autres fois, vous rencontriez dans l'escalier Robinson Crusoe lui-même, avec son chapeau pointu, son coutelas en dents de scie, un fusil sur chaque épaule. Au bout du compte, c'était l'armurier Costecal qui rentrait de dîner en ville. Le diable, c'est qu'à force de se donner des allures féroces, les Tarasconnais finirent par se terrifier les uns les autres. Et bientôt, personne n'osera plus sortir. Le décret de Bordeaux sur l'organisation des gardes nationales mit fin à cette situation intolérable. Au souffle puissant des triumvirs, les plumes de coq s'envolèrent et tous les francs-tireurs de Tarascon, Chacal, Espingolier et autres, vinrent se fondre en un bataillon d'honnêtes miliciens sous les ordres du brave général Bravida, ancien capitaine d'habillement. Ici, nouvelle complication. Le décret de Bordeaux faisait, comme on sait, 2 catégories dans la garde nationale. Les gardes nationaux de marche et les gardes nationaux sédentaires. Lapin de Garenne et lapin de chou, disait alors drôlement le receveur Pégoulade au début de la formation. Les gardes nationaux de Garenne avaient naturellement le beau rôle. Tous les matins, le brave général Bravida les menait sur l'esplanade faire l'exercice à feu, l'école de tirailleurs. Couchez-vous, levez-vous, couchez-vous, levez-vous, et ce qui s'ensuit. Ces petites guerres attiraient toujours beaucoup de monde. Les dames de Tarascon n'en manquaient pas une, et même les dames de Beaucaire passaient quelquefois le pont pour venir admirer nos lapins. Pendant ce temps, les pauvres gardes nationaux de Choux faisaient modestement le service de la ville et montaient la garde devant le musée, où il n'y avait rien à garder qu'un gros lézard empaillé avec de la mousse et 2 faucons nœuds du temps du bon roi René. Pensez que les dames de Beaucaire ne passaient pas le pont pour si peu. Pourtant, après 3 mois d'exercice à feu, lorsqu'on s'aperçut que les gardes nationaux de Garenne ne bougeaient toujours pas de l'esplanade, l'enthousiasme commença à se refroidir. Le brave général Bravida avait beau crier à ses lapins « Couchez-vous, levez-vous !» Personne ne les regardait plus. Bientôt, ces petites guerres furent la fable de la ville. Dieu sait cependant que ce n'était pas leur faute à ces malheureux lapins, si on ne les faisait pas partir. Ils en étaient assez furieux. Un jour même, ils refusèrent de faire l'exercice. « Plus de parade !» criaient-ils en leur zèle patriotique. « Nous sommes de marche, qu'on nous fasse marcher. »« Vous marcherez ou j'y perdrai mon nom », leur dit le brave général Bravida. Et tout bouffant de colère, il alla demander des explications à la mairie. La mairie répondit qu'elle n'avait pas d'ordre et que cela regardait la préfecture. « Va pour la préfecture », fit Bravida. Et le voilà parti sur l'Express de Marseille à la recherche du préfet, ce qui n'était pas une petite affaire, attendu qu'à Marseille, il y avait toujours 5 ou 6 préfets en permanence et personne pour vous dire lequel était le bon. Par une fortune singulière, Bravida lui mit la main dessus tout de suite. Et c'est en plein conseil de préfecture que le brave général porta la parole au nom de ses hommes, avec l'autorité d'un ancien capitaine d'habillement. Dès les premiers mots, le préfet l'interrompit. « Pardon, général. Comment se fait-il qu'à vos soldats vous demandent de partir et qu'à moi, ils me demandent de rester ?» Lisez plutôt. Et le sourire aux lèvres, il lui tendit une pétition larmoyante que 2 lapins de Garenne, les 2 plus enragés pour marcher, venaient d'adresser à la préfecture avec apostille du médecin, du curé, du notaire et dans laquelle il demandait à passer au lapin de chou pour cause d'infirmité. « J'en ai plus de 300 comme cela, » ajouta le préfet, toujours en souriant. « Vous comprenez maintenant, général, pourquoi nous ne sommes pas pressés de faire marcher vos hommes. On en a malheureusement trop fait pour partir de ceux qui voulaient rester. Il n'en faut plus. Sur ce, Dieu sauve la République et bien le bonjour à vos lapins. » Pas besoin de dire si le général était penaud en retournant à Tarascon. Mais voici bien une autre histoire. Est-ce qu'en son absence, les Tarasconnais ne s'étaient pas avisés d'organiser un punch d'adieu par souscription pour les lapins qui allaient partir? Le brave général Bravida eut beau dire que ce n'était pas la peine, que personne ne partirait. Le punch était souscrit, commandé.
Il n'en restait plus qu'à le boire, et c'est ce qu'on fit. Donc, un dimanche soir, cette touchante cérémonie du punch d'adieu eut lieu dans les salons de la mairie et jusqu'au petit jour blanc. Les toasts, les vivas, les discours, les chants patriotiques firent trembler les vitres municipales. Chacun, bien entendu, savait à quoi s'en tenir sur ce punch d'adieu. Les gardes nationaux de Choux qui le payaient avaient la ferme conviction que leurs camarades ne partiraient pas. Et ceux de Garenne qui le buvaient avaient aussi cette conviction, et le vénérable adjoint, qui vient d'une voix émue, jurer à vous, ces braves, qu'il était prêt à marcher à leur tête, savait mieux que personne qu'on ne marcherait pas du tout, mais c'est égal. Ces méridionaux sont si extraordinaires qu'à la fin du punch d'adieu, tout le monde pleurait, tout le monde s'embrassait, et ce qu'il y a de plus fort, tout le monde était sincère, même le général. À Tarascon, comme dans tout le midi de la France, j'ai souvent observé cet effet de mirage. Nouveau conte, le Prussien de Bélisaire. Voici quelque chose que j'ai entendu raconter cette semaine dans un cabaret de Montmartre. Il me faudrait, pour bien vous dire cela, le vocabulaire faubourien du maître Bélisaire, son grand tablier de menuisier et 2 ou 3 coups de ce joli vin blanc de Montmartre, capable de donner l'accent de Paris, même à un Marseillais. Je serais sûre alors de vous faire passer dans les veines le frisson que j'ai eu en écoutant Bélisaire raconter sur une table de compagnons cette lugubre et véridique histoire. C'était le lendemain de l'amnistie. Bélisaire voulait dire l'armistice. Ma femme nous avait envoyé, nous deux, l'enfant, faire un tour du côté de Villeneuve-la-Garenne, rapport à une petite baraque que nous avions là-bas au bord de l'eau et dont nous étions sans nouvelles depuis le siège. Moi, ça me chiffonnait d'emmener le gamin. Je savais que nous allions nous trouver avec les Prussiens et comme je n'avais pas encore vu en face, j'avais peur de me faire arriver quelque histoire. Mais la mère en tenait pour son idée. Va donc, ça lui fera prendre l'air à cet enfant. Le fait est qu'il en avait besoin, le pauvre petit, après ces 5 mois de siège et de moisissure. Nous voilà donc partis, tous deux à travers champs. Je ne sais pas s'il était content, le mioche, de voir qu'il y avait encore des arbres, des oiseaux, et de s'en donner de barboter dans les terres labourées. Moi, je n'y allais pas d'aussi bon cœur. Il y avait trop de casques pointus sur les routes. Depuis le canal jusqu'à Lille, on ne rencontrait que ça, et insolent. Il fallait se tenir à 4 pour ne pas se faire taper dessus. Mais oui, je sentis la colère me monter, la vraie. C'est en entrant dans Villeneuve, quand je vis nos pauvres jardins tout en déroute, les maisons ouvertes, saccagées, et tous ces bandits installés chez nous, s'appelant d'une fenêtre à l'autre et faisant sécher leurs tricots de laine sur nos persiennes, nos treillages. Heureusement que l'enfant marchait près de moi et chaque fois que la main me démangeait trop, je me pensais en le regardant. Chaud là, Bélisaire. Prenons garde qu'il n'arrive pas malheur au moutard. Rien que ça m'empêchait de faire des bêtises. Alors je compris pourquoi la mère avait voulu que je l'emmène avec moi. La baraque est au bout du pays, la dernière, à main droite sur le quai. Je la trouvai, vidée du haut en bas, comme les autres. Plus un meuble, plus une vitre, rien. Que quelques bottes de paille et le dernier pied du grand fauteuil qui grésillait dans la cheminée. Ça sentait le Prussien partout, mais on n'en voyait nulle part. Pourtant, il me semblait que quelque chose remuait dans le sous-sol. J'avais là un petit établi où je m'amusais à faire des bricoles le dimanche. Je dis à l'enfant de m'attendre et je descendais voir. Pas plus tôt, la porte ouverte. Voilà un grand chelard de soldat. À Guillaume qui se lève en grognant de dessus les copeaux et vient vers moi, les yeux hors la tête, avec un tas de jurements que je ne comprends pas. Faut croire qu'il avait le réveil bien méchant, cet animal-là, car au premier mot que j'essayais de lui dire, il se mit à tirer son sabre. Pour le coup, mon sang ne fit qu'un tour. Toute la bile que j'amassais depuis 1 heure me sauta à la figure. J'agrippe le valet de l'établi et je cogne. Vous savez, compagnon, si Bélisaire a le poignet solide à l'ordinaire,
Mais il paraît que ce jour-là, j'avais le tonnerre de Dieu au bout de mon bras. Au premier coup, mon Prussien fait bonhomme et s'étale de tout son long. Que va-t-il se passer dans cette maison de Villeneuve? Nous le découvrirons dans notre prochain voyage puisque c'est la fin de VBN. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe artistique de Voyage au bout de la nuit. Merci à vous pour votre fidélité. Rendez-vous très vite pour la suite des contes d'Alphonse Daudet. Très belle journée sur D8. À bientôt.